Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus écouter Dimal Sajdeya à mes côtés pour parler de l'Égypte face à la guerre contre Gaza. Je vais te présenter brièvement et puis ensuite on commencera peut-être cette présentation. Tu es docteur en relations internationales, chercheuse associée à la chaire Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France et aussi au Centre Thucydide à Paris 2. Tu es chargé d'enseignement à Sciences Po Paris et tes recherches portent sur la place de la question israélo-palestinienne dans la politique étrangère de l'Égypte et sur laquelle cette question tu as consacré ta thèse de doctorat, et aussi sur les dynamiques de pouvoir en Palestine. Tu as notamment co-dirigé un numéro de Confluence Méditerranée sur pouvoir en Palestine et ta dernière publication porte sur la Cisjordanie, l'arrière-plan de la guerre actuelle, que vous trouvez ici présenté sur la table et que vous pouvez acheter, je suppose. En tout cas, voilà, c'est une analyse de la situation actuelle en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Et dans lequel tu as aussi écrit. Absolument, j'ai aussi écrit faut le dire. Sur la disqualification des interlocuteurs palestiniens. Voilà. Et plein d'autres personnes qui ont contribué, pas que nous deux, mais d'autres personnes. Voilà, peut-être une brève présentation de l'état des lieux à Gaza, où actuellement on compte 32 000 morts, même si ce chiffre est probablement très sous-estimé. Il y en a probablement beaucoup plus si l'on compte ceux qui n'ont pas pu être sortis des décombres et ceux qui meurent des conséquences indirectes de cette guerre, notamment en raison de l'absence d'accès aux soins. 70 000 blessés, probablement, vraisemblablement beaucoup plus. Une famine aussi qui s'installe depuis quelques semaines avec l'ensemble de la population qui a atteint aujourd'hui le stade 3 de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire une situation de crise, 3 sur 5. Et un quart d'entre elles, de cette population, est au stade maximum, c'est-à-dire le stade catastrophique d'insécurité alimentaire, au-delà duquel on considère qu'il y a, enfin au niveau duquel on considère qu'il y a mort imminente possible. Voilà, 70 000 logements détruits, 300 000 partiellement détruits, tout ça fait 60% des habitations partiellement ou totalement détruites. Tous les secteurs sont touchés gravement, la santé, l'éducation, l'accès à l'eau. 1,7 million de déplacés, dont une partie donc, se sont réfugiés à Rafah, supposée être une zone sûre qui n'en est pas une, évidemment. Aucune zone sûre, le rappellent les Nations Unies, aucune zone n'est sûre à Gaza. Et tout le monde est donc susceptible d'être touché par un bombardement. Rafah concentre actuellement toute l'attention depuis que les Israéliens ont annoncé qu'ils allaient mener une opération militaire d'envergure, laissant craindre une catastrophe humaine supplémentaire et un exode massif des Palestiniens en Égypte. Et comme apparemment rien ne semble arrêter les Israéliens dans cette entreprise, et on va peut-être commencer... Ni personne, absolument. Je vais peut-être te poser cette première question. Pourquoi l'Égypte... Une des questions que des gens se posent, nous on a la réponse, mais pourquoi l'Égypte n'ouvre-t-elle pas ses frontières ? Question provocatrice. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Merci à mes collègues et à mes amis de l'IRIMO d'avoir organisé cette rencontre. Merci à vous d'être présentes et présents. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre en considération plusieurs paramètres. Le premier, je commencerai tout de suite avec la vraie réponse, c'est de dire que je pense que la question de poser la question de pourquoi l'Égypte n'ouvrirait pas les frontières, c'est pas la bonne question qu'il faut poser. Il faudrait peut-être poser la question de savoir pourquoi on parle si facilement de la déportation des Palestiniens. Et d'autant plus que c'est pas à l'Égypte de payer pour de payer le prix, disons, ou de prendre en charge les coûts de l'occupation militaire israélienne. Donc, déporter les Palestiniens, c'est une violation grave du droit international, c'est une violation notamment de la 4e Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre.
Ça, c'est, je dirais, ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que, en ouvrant les frontières, en réalité, l'Égypte dévie de sa ligne politique et diplomatique, je dirais, historique, c'est-à-dire pas de Palestiniens réfugiés, pas de réfugiés palestiniens sur les territoires égyptiens. Et ça, c'est-à-dire que la question de la déportation, et c'est aussi très important à souligner, c'est que cette question de ce projet d'expulsion des Palestiniens n'est pas nouveau. Et autrement dit, déplacer les Palestiniens, les expulser du Sinaï, de Gaza, de la bande de Gaza, vers le Sinaï égyptien, n'est pas du tout le produit direct de la guerre actuelle. Ce projet a déjà été soulevé à plusieurs reprises. On a eu des fuites à plusieurs reprises aussi de documents qui montraient qu'il y avait un plan, même parfois prémédité, qu'on appelait des échanges de territoires, etc. Et donc, je vais juste vous donner un exemple, et ça c'est disons, le plus récent, peut-être pas, mais dont on a connaissance. En 2017, avant la mort de Moubarak disait avoir refusé un plan qui lui avait été proposé en 2010. C'était Benjamin Netanyahu qui lui proposait un plan de déportation des Palestiniens contre, bien évidemment, un échange de territoire pour lier directement l'Égypte avec la Jordanie vers une route. Ça, c'est juste un exemple. Il y a aussi ce plan, aujourd'hui on a aussi des investigations, comme par exemple un rapport qui a été fait par Madame Masr, un média égyptien, qui montrait que ce plan dont on parle aujourd'hui remonte à un plan qu'on appelle le plan de Island. C'est de Giora Island qui a dirigé le Conseil de sécurité nationale d'Israël entre 2004 et 2006 et qui est revenu un peu sur la scène médiatique en Israël pour reproposer ce plan dont il a fait la promotion, disons, 20 ans plus tôt. Et ça consiste en gros à détruire, en une destruction disproportionnée et délibérée des infrastructures civiles et des populations. Ça, je cite quand je dis cette phrase. En plus de une autre proposition, ça va ensemble, de transférer de force les Palestiniens vers le Sinaï. Et donc, il y a eu une promotion à nouveau de ce plan. Après la guerre, il y a eu une fuite d'un document du ministère israélien du renseignement, et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ces informations et de les relier avec les informations du plan Island, qui indiquait que toute solution durable à la suite de cette guerre devrait consister en un plan en 3 étapes. La première étape, ça serait d'établir des villes sous forme de campement dans le Sinaï. Ensuite, de créer un corridor humanitaire et de construire des villes beaucoup plus pérennes, de façon beaucoup plus pérenne, dans le nord de Sinaï toujours, pour faciliter, organiser, transférer les Palestiniens et les installer au Sinaï. Le troisième paramètre, c'est qu'avant même la fuite de ce document, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est exprimé lors d'une conférence de presse et il a, disons, parlé directement. Là, c'est une conférence de presse qui date de 18 octobre, si je ne me trompe pas. Voilà, le 18 octobre. Le 18 octobre, déjà, c'est-à-dire, on est une dizaine de jours après le début de la guerre, l'Égypte était très claire sur sa position vis-à-vis de la déportation des Palestiniens. Parce on le savait, c'est un plan qui a été proposé à plusieurs reprises depuis les années 80 et même avant, mais disons de façon répétitive depuis les années 80. Et donc l'Égypte exprimait sa position, disons, officielle, c'est-à-dire pas de déportation des Palestiniens, parce que déplacer
les Palestiniens vers le Sinaï, ce serait pour la présidence égyptienne de déplacer le centre d'opération contre Israël. Donc il faut le comprendre aussi dans une perspective extrêmement sécuritaire. Mais je reviendrai sur cette question. Et que le fait de déplacer le centre d'opération vers le Sinaï pousserait Israël à riposter et donc mettrait en péril le traité de paix entre Israël et l'Égypte. La deuxième question, c'est que, et il a parlé en utilisant exactement les mêmes mots que je vais prononcer, c'est que déplacer les Palestiniens, ça permettrait la liquidation de la question palestinienne. Ce qu'on dit en arabe, tasfiyat al-qadiyya al-falastiniya. C'est un terme qui est très utilisé en langue arabe et à laquelle l'Égypte ne souhaiterait pas participer, tout simplement. Il y a un quatrième paramètre qui concerne, bien évidemment, l'aspect économique. Quand on regarde l'Égypte aujourd'hui, on se rend compte que installer des réfugiés palestiniens dans le Sinaï, ça serait un cauchemar financier. Je veux dire, c'est compte tenu bien évidemment des besoins des réfugiés, mais aussi de la situation actuelle, la crise économique actuelle en Égypte. On parle d'une inflation record, on parle de la dévaluation continue de la monnaie égyptienne, de la livre égyptienne, une dette publique massive, en plus de la pauvreté, mais c'est un autre sujet, disons. Donc, même si on pourrait bien évidemment tout de suite penser à l'aide internationale, en disant, de toute façon, si c'est les États-Unis qui proposent ce plan, il y aurait derrière une aide financière, il y aurait derrière une aide internationale aussi. De toute façon, même si c'est vrai que ça a été, disons, pris en compte dans la demande de budget du président Biden à son congrès, on peut voir, il y a dans le rapport qui en sort, on peut voir la demande qui concerne quelque chose comme les éventuelles conséquences du déplacement de la population palestinienne vers un autre pays voisin, je veux dire un autre pays voisin avec qui la bande de Gaza partage des frontières, c'est l'Égypte. Et dans les pays qui sont cités, il y a l'Égypte, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Donc je pense qu'avec ces paramètres-là, ça donne plus ou moins une idée de pourquoi l'Égypte, pour l'instant, n'ouvre pas les frontières et sa position ne montre pas que ça sera le cas. Merci beaucoup. Tu as présenté la position officielle de l'Égypte. Or, on sait que est-ce qu'il y a un consensus au sein de l'exécutif ou des cercles de pouvoir en Égypte, de manière plus générale? Alors, c'est vrai que j'ai parlé un peu de j'ai dit le mot, la position officielle qui a été présentée par Abdel Fattah Sisi. Et c'est vrai qu'il y a deux composantes dans la position officielle comme présentée par le président égyptien. Il y a tout d'abord les frontières resteront fermées. Et en disant ça, ce plan, cette stratégie de fermer les frontières est présentée à la fois comme une protection de l'intégrité territoriale de l'Égypte, mais aussi comme une façon de dire c'est une protection de la cause palestinienne, c'est un soutien en fait à la cause palestinienne. Et l'Égypte se présente comme un acteur, comme un défenseur en fait de la cause palestinienne, pour bien sûr empêcher donc pour ne pas aider, disons, le plan israélien de déporter les Palestiniens. Mais c'est vrai que comme c'est pas le cas spécifiquement de l'Égypte, mais il y avait des discours qui sont plus ou moins fermes. Et cela est lié tout simplement à qui parle en fait. Donc, on peut, par exemple, on a pu observer que dès le départ, il y avait une position du ministère des Affaires étrangères égyptien ça c'était au tout début de la guerre, qui reprenait le lexique conventionnel
de la diplomatie égyptienne. Donc, on parlait de, disons, des dangers de l'escalade, on appelait les acteurs internationaux à intervenir, à mettre fin à la guerre. Et en fait, à mesure que la gravité des actes utilisés par Israël pour punir la population palestinienne devenait évidente et que la question de la déportation des Palestiniens est devenue, disons, récurrente aussi dans le discours israélien et même quand on pensait à la guerre et aux différentes hypothèses. Là, la position égyptienne, pas uniquement la position, mais les termes qui ont été utilisés devenaient beaucoup plus fermes. C'est-à-dire que au mois d'octobre, Sameh Choukri, qui est le ministre des Affaires étrangères égyptien, parlait du rejet de l'Égypte, de la déportation des Palestiniens, de régler la question palestinienne par des moyens qui ne sont pas justes, comme le déplacement. Il critiquait la guerre, les actes qui ont été commis, mais aussi il y avait une position qui était claire par rapport à ce qui s'était passé le 7 octobre. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères égyptien expliquait d'où venait en fait cette offensive du Hamas. Il expliquait que l'échec à traiter sérieusement la question palestinienne était un facteur, que les violations unilatérales de la part des Israéliens dans les territoires occupés étaient un autre facteur. Il expliquait que cette menace permanente du statu quo dans les lieux saints à Jérusalem en était un autre. Et finalement aussi, il y a toute la question de la violence des colons israéliens dans les territoires occupés. Donc il y avait une position complètement, on dirait conventionnelle, et habituelle de ce qu'on entend de la diplomatie égyptienne. Il y avait aussi une autre instance internationale dans laquelle l'Égypte s'exprimait, c'est à l'ONU. Et Oussama Abdel Khaliq, qui est le représentant de l'Égypte à l'ONU, commençait aussi à, parler En fait, on a commencé à comprendre avec la montée de la violence que le plan qui était en cours à Gaza n'était pas uniquement un plan pour anéantir le Hamas, comme le réclame ou le prétend le gouvernement israélien. Là, le représentant de l'Égypte à l'ONU parlait d'un plan systématique pour tuer et déplacer le peuple palestinien. On a commencé à exprimer des craintes qui sont réelles. Il a commencé à parler, à critiquer la politique des doubles standards, à parler à condamner les actes, les attaques israéliennes contre les hôpitaux, surtout. Et au fur et à mesure, en fait, le ton est monté. Donc, on a commencé à entendre des discours comme non au terrorisme. Et là, on parle des actes commis à Gaza. Non au meurtre d'enfants. De l'autre côté, donc il y avait, un changement qui était logique avec l'intensité et la gravité de la situation à Gaza. De l'autre côté, on a la présidence. Et la présidence a utilisé le lexique conventionnel, traditionnel de la diplomatie égyptienne, a continué à l'utiliser. Dès le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, on entend plus ou moins en disant les mêmes termes. Mais il y a quelque chose qui s'est passé aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu une différence entre le discours qui est préparé en amont et le discours spontané de Abdel Fattah al-Sisi. Là, par exemple, dans le discours préparé, on va entendre des choses comme des condamnations de la violence de façon générale,
des appels à éviter la peine collective. On va de sièges, bien évidemment, de famine, de déplacement, et il y a une concentration sur la question du déplacement. Et la nécessité, bien évidemment, de faciliter la livraison de l'aide humanitaire au peuple palestinien. Comme j'ai dit, il y a vraiment une concentration sur la question de la déportation des Palestiniens, et c'est une crainte absolue en Égypte, et c'est une position partagée, c'est pas uniquement partagée, c'est la position officielle de l'armée aussi, parce que c'est une question sécuritaire. Donc c'est une question qui n'a pas bougé depuis le début de la guerre, et que le président aussi reprend dans ses discours. Alors, et comme je vous ai dit aussi plus tôt, il y avait aussi la question de déplacer le centre d'opération contre Israël, etc. Dans les déclarations qui sont spontanées, on remarque par exemple des choses moins conventionnelles. On parle plutôt de combat, on parle de confrontation militaire. Il n'y a pas les termes qui sont utilisés ne sont pas des agressions ou comme le terme a été repris énormément, le terme génocide par exemple. Ça n'apparaît pas dans les déclarations spontanées. Et surtout, ce n'est pas uniquement les déclarations spontanées, mais il y a aussi une partie des déclarations, des allocutions qui sont préparées en fait. Il insiste dans ses discours sur la paix qui est basée sur la justice. Il reparle d'Oslo dans ses discours. Il reparle de l'initiative de paix arabe de Beyrouth de 2002. Et bien sûr, on reprend aussi les questions de la légitimité internationale. Mais on parle aussi d'un État démilitarisé, d'un État palestinien démilitarisé. Et ça, c'est une demande israélienne, qui n'a jamais vraiment été le centre des accords entre Israéliens et Palestiniens. Il y a un autre aspect, c'est que quand il adopte une position vis-à-vis de la déportation des Palestiniens, il ne parle pas dans l'une de ses déclarations, il parlait pas, je pense que c'était même une déclaration qui était préparée, mais je pense qu'il est sorti de son texte et il a parlé au lieu de déporter les Palestiniens au Sinaï, on peut les déplacer vers le désert du Negev et le temps de terminer les opérations israéliennes. Donc là, on peut se poser la question de savoir si le fait de déporter les Palestiniens, c'est pas la question de déporter les Palestiniens, parce que si on accepte de déporter les Palestiniens vers le Negev et pas vers le Sinaï, c'est qu'on accepte le concept, le principe de déporter les Palestiniens. Donc il y a pas vraiment ça. C'était l'une des déclarations qui a posé problème en réalité. Donc on exprime des inquiétudes, bien sûr, sur l'aspect sécuritaire, et ça, je pense que c'est la chose la plus fondamentale dans le discours égyptien et dans disons la position officielle de l'Égypte, ce qui fait une petite différence peut-être entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence en Égypte. Et merci. Du coup, comment t'expliques cette différence de discours ? J'expliquerai cette différence de discours par deux aspects. Le premier, c'est que il faut penser au public qui est visé par les discours, les différents discours. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le ministère des Affaires étrangères, même si ce n'est pas forcément son rôle, mais s'adresse à la population égyptienne et essaye de canaliser cette colère de l'opinion publique en Égypte vis-à-vis de la question palestinienne et surtout aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et dans ce sens-là, on comprend que ce soit beaucoup plus ferme, que ça aille dans le même sens que ce que pense la population égyptienne. Et on pourrait imaginer que la présidence, quand elle s'exprime
avec des termes aussi qui sont plus ou moins, comme j'ai dit, en utilisant un discours conventionnel, c'est aussi parfois pour aller dans ce sens-là. Cette nuance, c'est une différence peut-être de concentration. Mais il y a un autre aspect, enfin de concentration, c'est-à-dire sécuritaire et politique. Mais cette différence n'est pas nouvelle en réalité dans les cercles de pouvoir en Égypte. Par exemple, et c'est l'exemple qui me viendrait à l'esprit, vraiment l'exemple et c'était la période aussi que j'ai traité dans ma thèse, c'est la différence entre la présidence et le ministère des Affaires étrangères, et surtout, là, je parle uniquement de la question palestinienne, suite à la signature du traité de paix entre l'Égypte et Israël. C'est-à-dire que Smaïl Fahmy, qui était le chef de la diplomatie égyptienne sous Sadat, a démissionné à la veille de la visite de Sadat à Jérusalem en 1977. Il y a eu aussi d'autres démissions qui ont suivi les pourparlers entre les Israéliens et les Égyptiens à Camp David. Et aussi la différence entre la position du ministère des Affaires étrangères et la présidence à la suite du déclenchement de la deuxième intifada. Et ça a mené en réalité à un changement, disons, de paradigme politique de comment on traite la question palestinienne sous Moubarak. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, il y a eu un transfert plus ou moins net du dossier palestinien vers les services de renseignement, qui, à partir des années 2000, ont repris le dossier palestinien, ont pris en charge le traitement de façon, disons, complète, et qui ont marginalisé le ministère des Affaires étrangères. Donc cette différence n'est pas nouvelle, elle pourrait être aussi, comme j'ai dit, et l'un n'empêche pas l'autre, ça peut être à la fois une nuance réelle qui existe dans le discours, dans les convictions, parce qu'on n'a pas les mêmes préoccupations, on ne s'intéresse pas au dossier de la même façon. Quand on est l'armée et la présidence, que quand on est le ministère des Affaires étrangères et quand on est dans des instances comme l'ONU. Mais aussi, c'est aussi une question je dirais, historique peut-être pas, mais qu'on a déjà vu, et surtout par rapport à cette question israélo-palestinienne. Merci. Tu as parlé de l'opinion publique. Est-ce qu'elle a évolué depuis le 7 octobre? On sait qu'il fallait canaliser la violence, etc., la colère, pardon. Mais est-ce qu'il y a une évolution depuis le 7? Alors, en fait, je commencerai peut-être par dire que il y a une sorte de décalage entre l'opinion publique et le positionnement diplomatique en Égypte par rapport à la question palestinienne. L'opinion publique en Égypte considère que la question palestinienne est une cause, qadiyya. Contrairement à la position, disons, le positionnement diplomatique et politique, qui considère que c'est une question politique et sécuritaire. Donc, à partir de là, on peut voir qu'il y a un décalage qui peut très facilement s'observer. Et c'est notamment dans les moments de crise, comme les crises et quand il y a beaucoup de violence. Et il faut aussi dire que s'engager pour la Palestine en Égypte, ça a toujours été un engagement de base. Ça a toujours été un vecteur de politisation de la jeunesse, de mobilisation et de politisation de la jeunesse égyptienne. Donc, en fait, c'est un engagement par lequel on a toujours appris à faire de la politique. Ce sentiment de solidarité de solidarité et de soutien à la population palestinienne a été bien évidemment renforcé depuis le 7 octobre et surtout après le début de la guerre et
l'intensification aussi des violences israéliennes contre la population de Gaza. Alors, je vais vous donner juste quelques chiffres qu'on a réussi à avoir au début de l'année 2024. C'était un sondage qui a été mené par le Centre arabe de recherche et d'études politiques à Doha, qui a publié ce sondage en janvier 2024 et qui montre que 94% des sondés égyptiens pensent que la question palestinienne est la cause du monde arabe et non seulement des Palestiniens. Contre 75% qui pensaient ça avant la guerre. Alors, en ce qui concerne les mesures à adopter pour mettre fin à cette guerre à Gaza, il y a 33% des sondés égyptiens qui pensent qu'il faut mettre fin à toutes les relations et à tout processus de normalisation avec Israël. Juste derrière, 13% qui pensent qu'il faut faire entrer de l'aide à Gaza malgré les interdictions des Israéliens et il ne faut pas attendre tout simplement l'autorisation des Israéliens pour faire entrer de l'aide humanitaire à Gaza. Il y a un autre sondage de Washington Institute for Near East Policy qui montre que la radicalisation du gouvernement israélien et les multiples incitations à tuer les Palestiniens, à les déporter, etc., ont poussé les Égyptiens à adopter des positions beaucoup plus fermes de rejet, en fait, à l'égard d'Israël. Alors, je pense que c'est ça, je pense que l'évolution qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'il y a une montée de la solidarité, enfin une solidarité qui s'exprime de façon plus nette, mais comme j'ai dit, c'est aussi le fait de la guerre. On a quelque chose sur leur position vis-à-vis de la frontière, sur la position de l'opinion publique sur la frontière? Oui, il y avait, on sait que l'opinion publique, mais là quand je parle de l'opinion publique, parce que ça s'exprime un peu, enfin ça s'exprime de plusieurs façons, mais là quand on a une position sur la fermeture des frontières, là je parle des opposants et de la société civile, on sait qu'il y a qui sont critiques, ils ont beaucoup critiqué la fermeture de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, du poste de Rafah. Mais en fait, on peut un peu même si ça serait de schématiser un peu l'évolution de cette position vis-à-vis de ce qui se passe à Rafah, c'est qu'au tout début de la guerre, et il faut savoir que les deux périodes se superposent. Il n'y a pas eu une période qui a été suivie par une autre. Il y avait une sorte au tout début, même si, toujours, encore une fois, parce qu'il faut que je sois précise sur ce point, il y a eu toujours des critiques. Mais il y avait aussi un sentiment de ne pas vouloir participer au plan israélien. On sait très bien qu'ouvrir les frontières, c'est faciliter la déportation des Palestiniens. Donc il y avait une sorte de conviction que ça faciliterait la déportation des Palestiniens. Donc, bon, on ne sait pas trop comment se positionner, mais il y avait quand même des critiques et des appels à ouvrir les frontières, mais surtout à faire entrer de l'aide humanitaire à Gaza. Et la deuxième période, avec l'intensification de la guerre et sa gravité, il y avait des critiques qui ont été adressées, qui étaient très claires et qui critiquaient, enfin des critiques qui critiquaient, des déclarations qui critiquaient très clairement la fermeture de la frontière, absolument. Okay. Bon, il y a un soutien, mais concrètement, il s'exprime comment ce soutien? La population se mobilise? Si oui, de quelle manière? Oui, alors il faut savoir aussi quand on parle de l'Égypte, c'est un pays où exprimer son opposition est une affaire très difficile. Et surtout après 2013, et donc manifester même, c'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout après la loi 107 de 2013 qui a été amendée en 2017, mais qui n'a pas vraiment changé la nature très restrictive du droit des Égyptiens à manifester. Alors après, et ça je pense que c'est une sorte de
de parenthèse, mais qui expliquerait comment ça s'est exprimé, comment les manifestations ont eu lieu. En fait, après la révolution de 2011, la question palestinienne a un peu été mise de côté. Parce qu'il y avait des préoccupations nationales, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le monde arabe, et que ça a participé un peu à sa marginalisation aussi au sein de l'opinion publique. Même si, encore une fois, ça a participé à sa marginalisation, mais ça n'a pas été complètement oublié non plus. Le retour de la question palestinienne au centre, sur le devant de la scène, fait peur au régime égyptien. Donc il y a une tentative aussi de contenir ce qui se passe, contenir cette colère, canaliser cette colère, et donc de participer un peu pour dire « nous aussi, on est solidaires ». Nous aussi, et quand je dis nous aussi, ça veut dire en position officielle. C'est-à-dire que c'est la présidence qui s'exprime, c'est le gouvernement qui s'exprime, c'est le ministère. Et c'est pour ça, les députés aussi, qui ont été associés à l'organisation d'une manifestation dont je vais vous parler. Et donc, il y avait une tentative de ne pas complètement étouffer le mouvement. Mais quand même, il y avait une peur que cette manifestation pour la Palestine se transforme en une contestation du régime actuel. Ça rappelle toutes les manifestations, ça rappelle aussi ce qui s'est passé en 2011 pour l'Égypte. Donc, malgré ces restrictions, il y avait quand même, dès la première semaine de la guerre en Égypte, il y avait des manifestations qui étaient spontanées. Il y avait, par exemple, le premier vendredi aussi, après la guerre, il y avait des manifestations qui étaient aux abords de la mosquée Al-Azhar et aussi au Caire, mais aussi de la mosquée de Al-Qaïd Ibrahim à Alexandrie. Et il y avait aussi des manifestations qui ont eu lieu à l'université américaine du Caire. Et le 20 octobre, il y avait une manifestation qui a été organisée et c'était en fait un appel de la présidence de manifester, de descendre dans la rue et de manifester pour la Palestine. Mais ce n'était pas uniquement une manifestation pour la Palestine. C'était une manifestation par laquelle la présidence demandait un mandat, en réalité. Un mandat pour prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter de la question palestinienne, pour répondre à ce qui se passe en Palestine. Donc, quand on parle d'un mandat, c'est pas un mandat parce que si vous voulez, c'est-à-dire que c'était pas pour vraiment avoir un mandat populaire pour faire face, par exemple, aux demandes américaines ou israéliennes contre la déportation, ou bien pour plaider davantage en faveur de la question palestinienne à l'étranger. Non, c'était un mandat pour augmenter sa popularité. Donc, pendant ces manifestations-là, il y avait des slogans qui ont été repris de la révolution de 2011. Il y avait aussi des critiques à ce mandat. Et dès qu'on a commencé à entendre des critiques à ce mandat qui a été demandé par Sisi et une reprise des slogans de la révolution de 2011, ces manifestations ont été arrêtées et stoppées, et des gens qui ont été arrêtés aussi pendant ces manifestations. Alors ça, c'est ce qui relève des manifestations. Il y a d'autres moyens de s'exprimer en Égypte en faveur de la Palestine et d'exprimer sa solidarité avec la Palestine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les réseaux sociaux. Et ça, c'est un moyen qui est extrêmement utilisé en Égypte. Il y a aussi le boycott. Et ça, c'était un outil, une arme qui a été beaucoup utilisée par la population, même les classes, enfin de toutes les classes en Égypte. C'était pas une question de je peux boycotter, donc je vais boycotter. Là, je parle en termes de classe sociale. Je peux boycotter, donc je vais boycotter. Non, il y avait aussi, disons, une tendance d'aller vers les marques nationales aussi pour contrer les marques internationales, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce boycott ne visait pas uniquement les marques israéliennes ou les marques qui soutenaient ouvertement Israël ou sa guerre contre Gaza. Il y avait aussi des marques qui
toute marque soupçonnée d'être liée d'une façon ou d'une autre à Israël était aussi visée par ce boycott. Il y a aussi la question de l'art. Et ça, je pense, par exemple, la musique. Et ça, c'était une autre, disons, un autre moyen, une autre façon d'exprimer sa solidarité et son soutien à la Palestine. Et c'est quand même quelque chose qui exprime la tendance en Égypte. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière, notamment sur une question que j'ai envie de te poser et qui est au centre de ta recherche, c'est la question de la médiation. L'Égypte est un médiateur historique dans la question israélo-palestinienne. On sait aujourd'hui que le Qatar aussi est un médiateur. Comment se passent ces deux médiations? Est-ce que cette double médiation, est-ce qu'il y a une concurrence, un tandem? Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce qu'on sait de cette médiation? Alors c'est vrai que là, surtout sur cette guerre, c'est pas la première fois qu'une double médiation ou une médiation avec plusieurs acteurs intervient dans une crise à Gaza ou bien dans une médiation entre les Israéliens et les factions palestiniennes dans la bande de Gaza. Mais là, c'est vrai qu'on a remarqué, peut-être au tout début de la guerre, qu'il y avait une vraie présence des Qataris. Et que l'Égypte semblait être un tout petit peu en retrait par rapport à la médiation. Moi, je pense pas que ce soit vraiment... Je pense pas que ce qu'on a vu était ce qui se passait en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait, dès le départ, une médiation égyptienne qui est intervenue sur tout le long, c'est-à-dire dès le départ de la guerre jusqu'à aujourd'hui, avec une montée. C'est-à-dire que depuis le début de la guerre, il y avait les Qataris, mais parce qu'on peut aussi imaginer, et ça fait partie des hypothèses, je n'ai pas d'informations, on ne peut pas savoir pourquoi il y a les Qataris qui interviennent un tout petit peu plus que les Égyptiens. Je pense que ça reste quand même de l'ordre je dirais, des hypothèses qu'on pourrait émettre pour comprendre un peu comment ça se passe. Il pourrait y avoir quelque chose comme une demande de la part du Hamas pour que les Qataris interviennent d'abord. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un levier important sur le Hamas. Enfin, le Qatar a un levier important sur le Hamas. C'est quand même sa source première de financement. Mais aussi, il y a une affinité idéologique, surtout après ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, une intervention, la ligne, disons, idéologique entre le Qatar et le Hamas, surtout sur ce qui s'est passé le 7 octobre, vis-à-vis de la ligne idéologique entre l'Égypte et le Hamas, je pense que là, il y a quand même une tendance à laisser intervenir quelqu'un avec qui on s'entend un peu plus. Ça pourrait être une hypothèse. Ça ne veut pas dire que l'Égypte n'était pas présente. Au contraire, l'Égypte a été présente dès le début. Par exemple, si on repense un peu à comment ça s'est passé, la libération, par exemple, il y a eu 2 libérations des otages pour des raisons humanitaires. L'Égypte était présente, c'est l'Égypte qui a coordonné. Et même, je me souviens d'un discours du Hamas qui, quand même, mettait en avant le rôle indispensable de l'Égypte dans la libération de ces otages. Je pense que ce qui s'est passé en réalité, c'est que, et même, il ne faut pas oublier que là, la trêve qui a eu lieu en novembre, ça a été aussi une négociation de l'Égypte, du Qatar, des États-Unis. Il y avait aussi une initiative égyptienne au mois de décembre, c'était juste avant Noël, avec un vrai plan, un plan en 3 étapes qui a été proposé par l'Égypte, qui a été amendé, qui a été négocié à plusieurs reprises pour pouvoir proposer une sortie une trêve plutôt qu'une sortie de la crise. Mais une trêve qui allait durer sur plusieurs semaines. Ça n'a pas abouti.
pour plusieurs raisons. Mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé récemment, et je pense que c'est là où on a remarqué un retour qui était assez fort de l'Égypte dans la négociation et dans la médiation entre le Hamas et Israël. C'est parce que l'Égypte a commencé à se sentir directement menacée par les déclarations israéliennes. C'est-à-dire que Israël a fait des déclarations qui sous-entendaient une reprise du corridor de Philadelphie, Salah ad-Din. C'est une zone qui sépare, qui sépare les frontières égyptiennes et les frontières de la bande de Gaza, que contrôle l'Égypte aujourd'hui. Même si, et ça c'est vraiment une parenthèse, même si après la signature du traité de paix, c'était Israël qui reprenait, qui contrôlait ce corridor, et Israël a renoncé au contrôle de ce corridor après son retrait unilatéral de Gaza en 2005. À partir de ce moment-là, c'est devenu l'Égypte qui contrôlait le corridor, et là, pour maîtriser son opération à Gaza, Israël a menacé de reprendre le contrôle, ce qui veut dire une menace sécuritaire pour l'Égypte. Il y a aussi les menaces israéliennes d'envahir Rafah, ce qui veut dire que c'est la recette sûre pour une déportation. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait même on a remarqué une montée je dirais, une intensification de la médiation, même par des acteurs qui étaient un peu, pas en retrait, mais qui n'étaient pas très présents, comme l'armée, par exemple. Là, il y a des déclarations de l'armée très claires sur les questions sur ce qui se passe sur les frontières, sur l'aide humanitaire, comment on fait, comment on envoie les colis par l'air, parce qu'on n'arrive pas à les faire passer par Rafah, etc. Donc il y a vraiment un investissement, mais c'est dû aussi à cette question, je dirais, à l'accélération déjà de la violence et des menaces de Rafah et du corridor de Philadelphie. On va peut-être reparler tout à l'heure de la question humanitaire, mais juste avant peut-être d'en reparler, est-ce que enfin, on a entendu qu'il y avait des menaces peut-être de remise en question du traité de paix avec l'Égypte venant de l'Égypte. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il y a un risque réel? Oui, il y a eu des rumeurs, comme quoi l'Égypte a des rumeurs. Il y a eu des choses qu'on a lues, qui disait qu'il y avait des menaces de la part de l'Égypte de suspendre, parfois mettre fin au traité de paix entre Israël et l'Égypte. Ces menaces-là ont été démenties par le ministre lui-même des Affaires étrangères, qui a dit que c'était des rumeurs. Même les Israéliens je me souviens plus, c'était une déclaration même officielle, mais je ne me souviens pas vraiment de quel cabinet, qui disait ces rumeurs sur le traité de paix, sur la suspension du traité de paix israélo-égyptien étaient vraiment surprenantes, étant donné que, et je cite parce que ça m'a bien marqué, étant donné que nos dialogues et nos échanges avec les Égyptiens sont beaucoup plus élégants que ça. Voilà. Donc, alors, il y a deux choses qu'on pourrait éventuellement dire sur ces menaces. Est-ce que c'était des menaces réelles? Est-ce que c'était vraiment des rumeurs? On ne peut pas savoir, mais on pourrait imaginer d'avoir, disons, deux hypothèses. Ça pourrait être des fuites, mais volontaires, pour mettre en garde les Israéliens. Ça reste quand même une hypothèse. Et la deuxième, ça pourrait aussi être une rumeur,
et que, vu la gravité de la situation, je pense qu'on penserait directement à un levier égyptien. Un levier égyptien, ça serait de mettre fin à ce traité de paix. Sauf que, et du côté égyptien et du côté israélien, surtout pour les questions de coordination sécuritaire et militaire, c'est une question extrêmement difficile et pas voulue, ni de la part d'après les déclarations qu'on a pu voir, ni de la part des Égyptiens, ni de la part des Israéliens. D'autant plus que, je pense que si on regarde un peu depuis 1979 ce qui s'est passé au Moyen-Orient, on peut voir que ce traité de paix a réussi quand même à survivre, a survécu à plein de crises, plein de moments graves, qui n'étaient peut-être pas de la gravité de la situation aujourd'hui. Parce que je pense notamment à l'invasion de Beyrouth, je pense à la première intifada, à la deuxième intifada. Bon, il ne faut pas comparer non plus les catastrophes, mais la réalité, c'est que ce traité de paix a survécu. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui la menace la plus importante est-ce que c'est la menace la plus importante qui pèse sur ce traité de paix? C'est une question qui est quand même difficile à... Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de crise, il y a rarement une crise aussi grave. Et pourtant, en dépit des affirmations des Égyptiens, en tout cas de cette position qui a l'air ferme, en dépit du fait qu'ils fuitent des informations, enfin des déclarations pour dissuader les Israéliens, et malgré tout, malgré cette position qui a l'air ferme, on a vu là il y a 3 semaines environ, je dirais, des constructions un peu à la hâte menées par les Égyptiens pour construire une sorte de seam zone, de buffer zone à l'ouest de la frontière pour accueillir éventuellement, enfin c'est ce qu'on suppose, un flux de réfugiés. Comme s'ils anticipaient. Qu'est-ce qui se passe à la frontière là? En fait, avant de répondre à ta question, je voudrais juste dire qu'il y avait quand même des déclarations par rapport à cette question de menacer et donc de faire le lien avec la mise en garde, etc. C'est qu'il y avait des déclarations qui étaient nettes du ministère des Affaires étrangères vis-à-vis de l'invasion du Rafah, en disant que l'invasion de Rafah serait une violation de traité de paix. Parce que, comme j'ai pu l'expliquer, par rapport à ce corridor, par rapport à la déportation, etc. Donc il y avait aussi des déclarations qui allaient dans ce sens-là. En ce qui concerne ce qui se passe à Rafah, c'est lié avec ces menaces-là. C'est que depuis le début, il y avait quand même des menaces de déporter les Palestiniens. Mais les menaces d'envahir Rafah, c'est comme si ça mettait vraiment ça rapprochait beaucoup les choses. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Égypte a procédé à un renforcement de ses frontières, avec la construction des fortifications, avec aussi le déploiement de 40 chars et des véhicules blindés militaires sur les frontières. Et on a eu des photos j'ai regardé une vidéo aussi, qui était publiée par le Sinai Foundation for Human Rights, et c'était au début pas au début du mois de février, parce que c'était vers le 11, les déclarations, les menaces d'envahir Rafah. Donc c'était vraiment quelques jours après, 12, 13, de construction, effectivement, d'une zone tampon de sécurité qui est entourée de hauts murs et qui faisait... qui allait sur le long de la frontière, de la bande de Gaza, et qui préparait donc à une éventuelle déportation des Palestiniens. Alors, pour l'instant, de ce qu'on sait, et de ce qu'on pourrait imaginer, c'est que ça reste quand même un acte préventif. L'Égypte se prépare à tous les scénarios, et si jamais les Palestiniens sont vraiment déportés vers le Sinaï, la crainte égyptienne, ça serait de les voir dispersés sur les territoires égyptiens. Donc les contenir dans une zone
qui est quand même bien contrôlée et une zone construite à l'avance et donc en se préparant à ce scénario. C'est ça ce qu'on pourrait imaginer. C'est que c'est vraiment une volonté de ne pas voir les Palestiniens sur tous les territoires et ne pas pouvoir contrôler en fait cette déportation, si jamais elle a lieu. Bon, apparemment, ils ne contrôlent pas grand-chose, les Égyptiens, j'ai l'impression de ce que tu dis. Non, mais ça me fait penser, je veux revenir sur la question humanitaire. Comment se fait-il, que se passe-t-il, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas? Il y a une autre question, pareil, un peu que beaucoup de personnes se posent, c'est comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à faire entrer, alors que ça vient de chez eux, l'aide humanitaire qui attend aux portes? Oui, alors, c'est une question effectivement que tout le monde se pose, mais comment c'est possible en fait que l'Égypte n'arrive pas à faire entrer l'aide humanitaire? Je veux dire, c'est sa frontière, on peut aussi se poser la même question de savoir pourquoi les Américains n'ont pas le même levier sur les Israéliens pour les forcer à faire entrer l'aide humanitaire par Rafah. Et donc, ils sont en train d'envoyer des avions pour bref, voilà. On peut se poser la même question. Il faut savoir que, en réalité, cette question a été posée à plusieurs disons, officiels égyptiens, qui, à chaque fois, ont renvoyé la question pas à la faiblesse de la diplomatie, pas à la faiblesse des pays arabes, pas du tout à la faiblesse de la position arabe vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza, mais disant à la toute-puissance d'Israël. Ça, c'est un élément vraiment à part, mais c'est juste pour donner un peu de contexte à comment on présente les choses. En réalité, sur le terrain, l'Égypte obéit aux ordres des Israéliens de faire entrer ou de ne pas faire entrer. Déjà, ça c'est la première chose à savoir. Eux, on leur dit non. On négocie. C'est pas qu'on leur dit non, ils disent ok. Non, on négocie. Mais quand il n'y a pas de possibilité, enfin quand les Israéliens n'acceptent pas de faire entrer, ils respectent les conditions qui sont imposées par les Israéliens. Quand je dis il y a des négociations, c'est que véritablement il y a des négociations. Les Égyptiens ont proposé par exemple un plan de faire entrer des observateurs européens et américains, comme c'était le cas en 2005, quand les Israéliens ont décidé de quitter la bande de Gaza, unilatéralement, sans faire de coordination avec les Palestiniens et de laisser la bande de Gaza à ceux qui voulaient bien la gouverner. Il y a eu des frontières qui étaient contrôlées. Il y avait des observateurs européens et américains. Il y avait aussi des caméras de surveillance israéliennes qui ont toujours existé. Et il faut savoir, et ça, je pense qu'on ne se rend pas compte de ces détails-là, c'est que jusqu'aujourd'hui, ils ont quitté la frontière comme ils ont quitté la bande de Gaza avant le 7. Mais tout ce qui rentrait à Gaza, tout ce qui sortait de Gaza, était contrôlé par les Israéliens. Il fallait un permis, en fait, pour laisser entrer ou laisser sortir les Palestiniens. Donc, il faut jamais penser que, parce que c'est leur argument aussi, les Israéliens disent toujours « on a quitté la bande de Gaza il y a longtemps ». Ils n'ont jamais vraiment quitté le contrôle de la bande de Gaza. Véritablement, sur le sol, oui, il n'y avait plus d'Israéliens. C'était quand même un bout de territoire qui a été quand même mis sous blocus depuis 2007, donc il ne faut pas oublier. Et en plus de ça, il y a le contrôle des frontières qui passe par les Israéliens. Donc il y a cette proposition, disons, de la présence des observateurs américains et européens, que Israël a bien évidemment refusé. Le deuxième élément qu'on pourrait souligner, c'est que Rafah a été bombardé à plusieurs reprises. Il ne faut pas oublier, Rafah, le passage, je ne parle même pas de la ville, parce que la ville est, même aujourd'hui, est bombardée plusieurs fois par jour même. Mais Rafah, le passage de Rafah a été bombardé à plusieurs reprises. Ce qui fait ne rend pas plus,
que plus compliqué, le passage de ces camions. Il y a aussi un truc très technique, mais je pense que ça mérite d'être mentionné, c'est que Israël a demandé est-ce que tous les camions passent par un contrôle d'un passage, d'un point de contrôle qui s'appelle Nitzana al-Auja. C'est un point de contrôle israélien qui est loin, qui est à peu près 47 km de Rafah. Ce qui fait que le premier passage, et ça c'est technique, je suis désolée, mais je pense que c'est important, on passe par le premier passage égyptien de Rafah, du côté égyptien. Il y a deux passages, enfin deux points de contrôle. Donc on passe le premier contrôle égyptien, on descend pour aller à 45 km pour aller vers Nitzana al-Auja, un point de passage israélien. On remonte encore une fois vers le deuxième point de passage égyptien pour un troisième contrôle. Et après, on passe du côté de Rafah. Alors ça, c'est un contrôle qui, bon, on ajoute, disons, 100 km pour chaque camion qui entre. C'est pas ça le problème. Sauf que, en fait, le contrôle qui est fait à Nitzana al-Auja prend juste une éternité. Et que, finalement, c'est pour ça quand on parle des camions d'aide humanitaire, on dit tous ces camions qui sont sur les frontières, c'est parce que déjà, il n'y avait pas c'était interdit, complètement interdit. Et puis quand on a commencé petit à petit à essayer de mettre en place une entente pour contrôler les camions, c'était ce genre d'arrangement qu'on a réussi à trouver. Donc on a eu des images de ce qui se passait à Nitzana al-Auja. Je veux dire, ça m'a fait rire. Je ne sais pas si ça se passe vraiment comme ça, mais quand j'ai regardé, c'est des soldats qui sont en train d'ouvrir, de sortir les aliments pour voir ce que c'était. C'est-à-dire que ça passait même pas par des machines, mais je veux dire, bien sûr que ça va prendre des heures et des heures. Je pense pas que ce soit vraiment comme ça. C'est juste pour ralentir et pour pour mettre encore plus d'obstacles. Il y a un autre et un dernier élément, c'est d'interdire beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout ce qui relève bien sûr là on parle de l'aide humanitaire, mais plein d'outils, même des trucs médicaux, hein, on parle des choses de base. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites d'entrer dans la bande de Gaza. Et ça ne fait que, bien sûr, retarder. C'est les objets à double usage. Dit-on. Voilà. Merci, je vais peut-être laisser la parole parce qu'il y a sûrement des questions. Je précise sur ce que tu as dit parce qu'effectivement, l'argument des Israéliens consiste à dire qu'ils sont partis de Gaza en 2005. C'est vrai pour les colonies et il y a un argument qui revient fréquemment sur ce point et qui, je crois, doit être quand même précisé, c'est que Gaza, en droit international, est toujours occupé. Absolument. L'occupation est qualifiée non pas par la colonisation de peuplement, mais par la capacité à contrôler. La capacité ou le contrôle effectif. Et le fait est qu'ils contrôlent toujours tous les espaces, ils contrôlent aériens, maritimes et terrestres, ils contrôlent tous les accès de biens et de mouvements, tous les mouvements tous les accès de biens et de personnes. Et donc, de ce point de vue-là... Sous occupation. Sous occupation, toujours. Peut-être une première question, du coup. Une première question au fond, on prendra la... On prend plusieurs questions. Oui, bonjour, je vous remercie pour votre intervention. En parlant du discours officiel égyptien, vous avez parlé de la présidence, du ministère des Affaires étrangères, des députés, mais il y a un autre personnage qui est intervenu souvent, c'est le président de l'organisme général de l'information, qui est un proche de Sisi, c'est Reza Rachouane, un ancien étudiant de Dominique Chevalier ici à la Sorbonne, ancien journaliste et chercheur à l'Ahram, et puis devenu président du syndicat des journalistes égyptiens et actuellement président de cet organisme
officiel de l'information. Il est intervenu plusieurs fois pour expliquer la position officielle égyptienne et surtout pour répondre aux accusations israéliennes. Donc, il est intervenu souvent pour expliquer comment vous expliquez, il était souvent sur les antennes pour expliquer la politique officielle égyptienne. On prend plusieurs questions, tu veux? Oui. On va prendre plusieurs questions et puis ensuite, Madame au premier rang. Oui, une question sur l'aide humanitaire que je me pose. Tous ces colis, tous ces paquets, tout ce qu'on voit là sur les camions, qui les a mis sur les camions? Il y a bien des responsables au départ, donc ils savent ce qu'il y a dans les ballots. Donc il ne pourrait pas y avoir une surveillance, un contrôle en amont, c'est-à-dire faire confiance à ceux qui font les colis, sachant que c'est de l'aide humanitaire, sans but agressif et militaire vis-à-vis d'Israël. C'est pas les Palestiniens, c'est pas le Hamas qui prépare cette aide humanitaire. Donc elle vient bien de quelque part, elle vient des pays qui aident, elle vient de même l'aide qui est parachutée, elle n'est pas contrôlée, l'aide qui est parachutée. Alors il y a des choses que je comprends pas bien. Pourquoi les Égyptiens n'utilisent pas plus le levier de la dénonciation des camps David, au moins auprès des États-Unis? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que les États-Unis ne peuvent rien faire? Et deuxième question, vous dites qu'il y a un rehaussement progressif de la rhétorique à côté présidence. Quel est l'intérêt si les Israéliens se fichent de l'effet des signaux? Merci. Se fichent de l'effet des signaux. Je vous remercie pour votre intervention. En fait, c'est beaucoup de questions. Après, une question qui est de l'ordre un petit peu général et vaste, qui concerne la légitimité de l'État d'Israël et sa suprématie. Et face à ça, on a la lâcheté des pays arabes et de l'opinion internationale. Ça veut dire à partir de quel moment, dans une confrontation de David contre Goliath, peut-on discuter et négocier? Est-ce que la perte de l'Égypte, elle n'a pas commencé à partir du moment où elle a dévitalisé la question palestinienne et la sortir justement du bassin islamique et arabe, et signer un traité de paix avec Begin, qui est, c'est pas tous les Israéliens, ça veut dire pas tous les Juifs, signer un traité de paix avec le descendant spirituel de Jabotinsky, qui est considéré comme terroriste, même Begin, leur organisation, c'était une organisation terroriste. Donc il y a ce déni névrotique de l'opinion internationale, on parle de 32 000 morts, c'est un chiffre, pour moi c'est abstrait, j'arrive pas à comprendre et à l'imaginer, n'est-ce pas? J'ai pris mon petit déjeuner, pas en raisin, au café, donc c'est ça, je rigole, mais je veux dire, on est dans un déni quotidien et cette blessure qui touche tout un chacun, et j'aimerais juste comprendre, selon vous, chercheurs ou intervenants, comment expliquer autant de surpuissance de cet État qui est Israël, un État nouveau, c'est quoi? C'est le lobbying qui existe de part et d'autre, c'est la peur, est-ce qu'il y a des... En fait, c'est très abstrait, j'ai beau à réfléchir par tous les moyens, j'arrive pas à comprendre cette suprématie de l'État israélien. Voilà, merci. Ouais. Bon, peut-être que je vais répondre à ces questions. Merci pour vos questions. Je vais commencer par la première question. En fait, multiplier les discours, les rhétoriques qui sont quand même, en utilisant exactement les mêmes termes conventionnels qu'on utilise, en reprenant aussi disons la position officielle de la présidence ou de l'armée, parce que aussi l'armée a fait savoir dès le départ ce que c'était sa position et que ça ne changera pas. Et ça, c'était contrairement à d'autres choses qu'on a pu entendre aussi, surtout par rapport à des pressions américaines avec des propositions d'allègement de la dette, des aides énormes. On a pu entendre plein de choses sur cette question-là. Tout ce qu'on a pu savoir aussi sur cette période, c'est de dire la position de l'Égypte concerne pas uniquement, c'est pas une question idéologique, c'est une question de sécurité.
Donc non, c'est non. Et qu'il y avait aussi des déclarations qui allaient plus loin en disant on se prépare. Si il y a une violation de Camp David, c'est-à-dire une entrée sur les territoires égyptiens de l'armée israélienne, reprendre le corridor de Philadelphie, Salah ad-Din dont je parlais, c'est une entrée sur le territoire égyptien. Donc il y avait un discours qui était assez ferme. Là, les discours qu'on a pu entendre, surtout après les plaidoiries à la Cour internationale de justice, parce que quand même, il faut le dire, Israël a accusé l'Égypte de ne pas vouloir faire entrer l'aide humanitaire à Gaza. Donc, ce n'était pas les Israéliens qui refusaient, c'est juste l'Égypte. Donc là aussi, les déclarations égyptiennes se sont intensifiées pour se défendre, pour dire non mais attendez, je veux dire déjà, on organise tout, on coordonne tout, on respecte ce qu'on a comme ordre, parce que c'est vrai que c'est ça, et en plus on est accusé d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire. Et à partir de là, il y avait aussi une campagne médiatique, c'est vrai, forte, et comme vous l'avez dit, c'est un proche de Sisi, c'est pas quelqu'un qui... je veux dire, c'est coordonné aussi. Et c'est dans dans l'intérêt, disons, de la position officielle de l'Égypte, comme ça a été aussi le cas pour la manifestation dont j'ai parlé du 20 octobre. Toute cette, comme les positions de l'Azhar, aussi de prendre une position aussi ferme, c'est aussi aussi, en fait, c'est tout simplement pour rassembler autour de la présidence et de sa position aussi. C'est de rassembler autour de la présidence et de dire la solidarité avec la question palestinienne nous réunit. La question palestinienne ne nous divise pas. C'est une question fédératrice. Et c'est ça la position de l'Égypte à l'intérieur aussi. C'est pour éviter aussi tout débordement de ce qui pourrait avoir des manifestations ou qui pourrait éventuellement se transformer en une contestation contre le régime. Ce qui rappellerait 2011, encore une fois. La deuxième question, c'était l'aide humanitaire. En fait, vous parlez avec des termes humains, pas politiques. Et que là, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est pas comment faudrait-il faire, mais comment on fait, tout simplement. Et comment on fait, c'est que faire confiance, ça ne fait pas partir du répertoire voilà, qui existe dans la relation entre l'Égypte et Israël. Ça n'a jamais vraiment existé malgré le traité de paix qui a été signé. Donc il faut pas penser que les Égyptiens ne sont pas dupes et les Israéliens encore moins. Donc non, on ne fait pas confiance. Non, l'idée c'est pas d'aider la population palestinienne. Donc pourquoi faire confiance? Donc on sait très bien ce qu'il y a dans les paquets, on sait très bien ce qu'il y a dans les colis et comme je vous ai dit, l'image des soldats qui sont en train d'ouvrir les colis, mais je veux dire, voilà. Pourquoi on n'utiliserait pas la dénonciation de Camp David auprès des Américains? Parce que c'est leurs alliés. Je veux dire, on a pu voir depuis le début de la guerre, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas uniquement une guerre israélienne, c'est une guerre américaine aussi. Donc, je veux dire, dénoncer ou ne pas dénoncer, je pense que c'est pas, ce serait, enfin, déjà c'est pas l'usage et c'est pas très utile. La deuxième question par rapport à j'ai oublié. Ah, pourquoi le rhétorique et on s'en fiche et tout. Oui, bah, peut-être, je ne sais pas. Je pense que tout commentaire sur cette question serait, je veux dire, vain. La question de Camp David. En fait, la question de Camp David et comment l'Égypte a contribué à fragiliser la question palestinienne, c'était le sujet de ma thèse. J'ai écrit une thèse sur ce sujet.
Et c'est pour vous dire que je ne vais pas vous répondre pendant 3 heures ici, mais c'est pour dire que oui, effectivement, mais c'est pas, je veux dire, effectivement, l'Égypte a participé à contribuer à la transformation de la question palestinienne en une question sécuritaire. C'est ça l'argument dont je suis convaincue. Mais ça ne s'est pas passé juste parce qu'on a signé Camp David. Ça s'est passé parce qu'il y a eu des changements mondiaux sur le plan international, il y a eu des changements de présidence, il y a eu des changements intérieurs en Égypte, et il y a eu aussi beaucoup de changements à l'intérieur aussi de changements, c'est-à-dire beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur du mouvement national palestinien. Et que tout ça fait que l'Égypte n'a pas signé Camp David. Il y avait des raisons derrière la signature de Camp David. Ce n'était pas un choix de choisir qui est le descendant de qui et de signer un traité de paix avec Begin. Ce n'était pas l'idée d'aller signer un traité de paix avec Begin. C'était parce qu'il y avait Sadat aussi à ce moment-là. Il faut prendre Sadat pour ce qu'il est en tant que président de sa période. Il faut aussi comprendre qu'il y avait une véritable volonté de sortir de la crise économique qui frappait le pays à ce moment-là et qu'il y avait cette voie-là qui était ouverte et qui a véritablement aidé. Parce que l'aide américaine qui est versée à l'Égypte est juste énorme. Et je veux dire, encore à l'époque, plus qu'aujourd'hui, mais c'est à prendre en compte. Il y a aussi des questions purement personnelles. Coupé, par exemple, avec cette arabité, je parle de Sadat, coupé avec la doctrine de Nasser, sa politique, ce que lui, comment il voyait l'Égypte et comment il voyait la relation entre le monde arabe et l'Égypte. Tout ça, ça a contribué à mener vers Camp David et à faire le chemin aussi avec Sadat. Donc, je pense que avant de se poser la question de pourquoi pas de se poser la question, c'est complètement légitime de se poser la question de pourquoi et comment, et surtout quand on voit la situation aujourd'hui. Mais c'est aussi tout un travail d'essayer de comprendre la politique étrangère d'un pays. C'est pas le fait de quelque chose, c'est vraiment beaucoup de facteurs c'est un mélange de plein de facteurs, comme je viens de le dire. J'espère avoir répondu à votre question. Bonjour, merci. J'aurais une question sur ce que vous avez évoqué sur l'impuissance de l'Égypte et je la relierai peut-être, mais c'est une question, à la relation de l'Égypte avec le Hamas. Vous avez évoqué le fait que l'Égypte avait sous-traité le traitement du dossier palestinien au service de renseignement. Aujourd'hui, quelle est la relation de l'Égypte avec le Hamas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, mais je m'interroge vraiment ouvertement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une adhésion au moins partielle au but de guerre israélien vis-à-vis du Hamas, une volonté d'affaiblir le Hamas? Ça pourrait faire sens parce qu'on a entendu Samar Chokri à la conférence de sécurité de Munich qui parlait du Hamas qui était hors du consensus palestinien, et d'ailleurs ça fait sens aussi puisque s'il souhaite un État palestinien démilitarisé, et en même temps il y a beaucoup d'interrogations sur les capacités militaires du Hamas qui ne pourraient pas exister aujourd'hui s'il n'y avait pas des passages par l'Égypte, par les tunnels égyptiens, et quel est là aussi le degré de connaissance, voire de coopération de l'Égypte dans ses capacités militaires du Hamas. Merci. Une question très délicate. Est-ce qu'en Égypte, la population, ou les divers groupes, acceptent les descriptions qui sont données des actions du Hamas le 7 octobre? Ou est-ce qu'on nie au moins certaines choses parmi ces actions? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Les relations entre le Hamas et le régime égyptien ont toujours été très compliquées. C'est pas nouveau. Ça date pas de 2013, ça date des années 2000, du moment et surtout après, enfin 2000, même pas de 2000, même avant, depuis la création du Hamas. Voilà. Il faut pas oublier que
de point de vue égyptien, le Hamas est une partie des frères musulmans. On ne les voit pas autrement que par cette vision-là, cette optique-là. Et une fois qu'on a dit ça, ça complique toute la relation avec ce parti politique, cette faction palestinienne, et encore plus avec son aile militaire. Ce qui s'est passé, c'est que le passage de Moubarak vers Sisi, ça a donné au Hamas l'impression de pouvoir enfin respirer, c'est-à-dire ça a créé un rapprochement avec le régime égyptien, Morsi, pardon, avec Morsi en 2012. Ça a donné une impression de pouvoir se rapprocher du régime égyptien, de pouvoir enfin sortir de cet isolement dans la bande de Gaza, de pouvoir ouvrir la frontière de Rafah. Et ils ont vu que c'était un pari qui n'a pas vraiment abouti. Dès 2013, non seulement la frontière est refermée, mais que le Hamas est visé parce que le Hamas est accusé d'avoir participé à des agressions pendant la Révolution, à l'ouverture des prisons, par exemple en Égypte pendant la Révolution. Et donc, le Hamas est tout simplement accusé d'ingérence dans les affaires internes égyptiennes. Ce qui rend la relation extrêmement compliquée avec le régime égyptien. Tout ça fait comprendre au Hamas qu'il fallait changer sa stratégie vis-à-vis de l'Égypte. Donc, dès 2017, le Hamas change le document de principe, sa charte, un document de principe de principe politique, j'ai plus le nom exact en tête, et ne fait aucune mention des frères musulmans, par exemple, dans ce document. C'était une volonté de montrer au régime de Sisi que, parce qu'ils ont souffert entre 2013, je vous parle de 2017, mais entre 2013 et 2017, je veux dire, il y avait quand même, c'était très compliqué, la relation est très compliquée, et que très vite, dès 2014, le Hamas a même fait savoir ne plus vouloir gouverner Gaza, tellement c'était compliqué. Mais ça, c'est une affaire interpalestinienne que je laisserai de côté. 2017, l'arrivée à la tête du Hamas de Yahya Sinwar a beaucoup facilité les choses. Il s'est avéré pour les Égyptiens un homme coopératif, donc avec qui on peut dialoguer, et qui semblerait avoir aussi contribué à leurs opérations de lutte contre le terrorisme, donnant aux Égyptiens des raisons pour croire à cette coopération avec le Hamas. Depuis 2017, les relations se sont améliorées. Bon, je dirais pas qu'il y a eu un rapprochement, ça s'est amélioré sur le plan politique. Parce que le Hamas a fait des efforts, c'est-à-dire de véritables efforts pour se rapprocher du régime de Sisi. La question des tunnels n'est pas une question récente. Et les Égyptiens et les Israéliens savaient très bien que ça existait. Le problème avec les tunnels, c'est que personne n'arrivait vraiment à imaginer l'ampleur. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'il y avait une véritable contrebande. Tout passait par les tunnels. Et donc, à partir de 2013, ces tunnels-là ont été inondés par le régime. Pas tous les tunnels, mais une grande partie des tunnels, c'était dans cette volonté de réprimer le lien entre le Hamas avec l'Égypte, cette volonté de laisser passer les choses parce qu'on ne sait pas trop comment les contrôler. Et c'était une coopération avec les Israéliens. Je veux dire, sur les frontières, et là c'est une autre histoire, mais c'est une affaire, là pour le coup, égyptienne, sur les frontières, il y a eu des destructions massives et une déportation d'une population entière dans le Sinaï. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Pour des questions sécuritaires, une partie de ces questions sécuritaires, c'était de détruire ces tunnels. Et ça a contribué.
Sauf que, depuis toujours, la stratégie égyptienne, c'est de ne pas complètement étouffer la bande de Gaza. Ils ont toujours peur de ce débordement qu'ils pourraient avoir si ils étouffaient les tunnels. C'était une entrée, ça a toujours été une entrée pour plein de choses dans la bande de Gaza. Donc c'est une volonté, c'est pas parce qu'ils sont dupes, c'est parce que ça fait partie de leur stratégie de laisser une porte de sortie vers le monde pour pouvoir ne pas vraiment subir les conséquences d'un étouffement général dans la bande de Gaza. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les aspects. Il reste quelque chose? Sur l'adhésion au peuple israélien. Ah oui. Et la déclaration de Sameh Choukri. Ils diront pas non. Ils diront pas non. Je veux dire, c'est pas... Par contre, cette idée de le Hamas ne fait pas consensus, c'est hors de consensus, ou c'est ce que vous avez dit, c'est que ça fait... C'est pas... il faut savoir que les factions palestiniennes étaient à Moscou il y a quelques jours, enfin une semaine même pas. Alors, leur communiqué est vide, certes, mais ils étaient là. Et qu'il y avait des dialogues, il y avait beaucoup il y avait un véritable échange avec le Hamas. Je pense qu'il faut se méfier de ces déclarations qui visent à complètement ignorer la place du Hamas dans la société palestinienne et dans le paysage politique palestinien aujourd'hui. Ça serait encore une erreur et ça serait encore vouloir fermer les yeux alors que les choses sont tellement évidentes. La deuxième question, c'était si la population accepte les descriptions des actes. Si la population acceptait les descriptions des actes à l'égard du Hamas. Écoutez, c'est... Ah oui, les actes du Hamas à l'égard des Israéliens. Oui. Depuis le 7 octobre, la popularité du Hamas dans la société égyptienne a augmenté. Il ne faut jamais prendre ça. Par contre, la popularité des frères musulmans n'a pas augmenté. Ce n'est pas lié à des questions idéologiques. Loin de là. Cette augmentation de la popularité du Hamas est liée et uniquement à cet effet du 7 octobre. C'est-à-dire que le 7 octobre, pour une partie, bien sûr, quand on parle de l'opinion publique, il faut être très prudent, mais à partir des sondages qu'on a réussi à faire et dont on a les résultats, les sondés voient le retour de la question palestinienne au centre et le retour de cette question sur le devant de la scène comme une conséquence bienvenue de ce qui s'est passé le 7 octobre. À partir de ce moment-là, c'est de dire, en fait, c'est l'acteur qui a réussi à le faire revenir. C'est pas pour le Hamas, c'est pas pour les dirigeants du Hamas. C'est parce que la question palestinienne, pour plein de gens, a été complètement oubliée. Pour plein de gens, la question palestinienne a été mise de côté et il fallait la faire revivre. C'est pas pour les actes, et il y a eu aussi des critiques à l'égard des actes. Il n'y avait pas que je veux dire, il faut aussi savoir que l'opinion publique est aussi nuancée entre les conséquences et comment on décrit les actes. Mais non, on n'est pas d'accord pour dire que c'est pas des actes de résistance, par exemple. La population n'adhère pas à cette hypothèse de la résistance, c'est du terrorisme qu'il faut absolument anéantir, par exemple. Donc... Dernière question en ligne, c'est comment les difficultés économiques de l'Égypte influencent-elles sa capacité à affirmer sa position vis-à-vis des États-Unis et d'Israël? C'est une question... Et une autre question de madame. Bonjour, merci beaucoup. En fait, j'ai deux questions. La première, je voulais savoir si vous percevez une évolution du rapport de force au sein du groupe des États arabes qui se ferait aux dépens des Égyptiens au profit des Saoudiens, sachant que les Saoudiens ont aujourd'hui le principal levier sur Israël qui est la normalisation. Donc un rapport de force qu'on voit évoluer comme on le voit sur d'autres sujets de politique étrangère comme le Soudan.
C'est ma première question. La deuxième, on a beaucoup parlé de l'opinion publique égyptienne et son attachement à la cause palestinienne. Je voulais savoir si vous identifiez ou commencez à identifier une évolution dans cet attachement si on compare, si on fait une comparaison intergénérationnelle entre les générations égyptiennes. Merci. Alors pour la première question, comment est-ce que les difficultés économiques de l'Égypte influencent ses capacités à affirmer sa position vis-à-vis d'Israël et des États-Unis? Moi, je dirais que pour l'instant, il y a eu des propositions, comme je l'ai dit, d'effacement de la dette. Il y a eu des propositions d'aide immense à l'Égypte pour sortir de cette crise économique contre l'acceptation des Palestiniens sur ces territoires. Pour l'instant, ça n'a pas été accepté. Est-ce que l'Égypte va pouvoir, encore après ce qui s'est passé hier, est-ce que l'Égypte va pouvoir... Peut-être ce qui s'est passé hier. Voilà, dévaluation, encore une dévaluation de la livre égyptienne. Voilà, est-ce que ça va continuer à aller dans ce sens-là? On ne peut pas savoir. Mais pour l'instant, c'est une observation. Hein. Ce qui s'est passé, c'était que ils n'ont pas accepté, malgré les difficultés économiques énormes de l'Égypte. Est-ce qu'il y a une évolution vis-à-vis des autres pays, enfin, par rapport à un autre groupe qui exclurait l'Égypte on n'arrive pas à voir ça. À un moment, avant le 7 octobre, il y avait cette crainte égyptienne. Parce que l'Égypte, il faut le rappeler, ça a toujours été, jusqu'au moment où il y a eu des accords de normalisation avec d'autres pays arabes, c'était le premier pays arabe à avoir signé un traité de paix. C'était le premier pays arabe qui se présentait aussi en tant que tel, le seul pays à pouvoir dialoguer avec tout le monde, le seul pays qui a vraiment réussi à maintenir à la fois de bonnes relations avec les Israéliens, mais aussi à pouvoir dialoguer avec les Palestiniens, avec les Saoudiens, et qui avait des bonnes relations avec aussi les pays du Golfe. Voilà. Le problème, c'est que de ce que je vois, mais je peux aussi me tromper, la position saoudienne vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza n'est pas non plus ferme. On a tout entendu. On a entendu, il y a eu bien sûr une suspension de cette perspective de normalisation avec les Israéliens, mais c'est presque un fait accompli de ce qui s'est passé, enfin, suite à ce qui s'est passé à Gaza. C'est pas une volonté vraiment de suspendre. Moi, je le lirais plutôt comme ça. Et que je crains que dès que ça s'arrête ou qu'il y ait une trêve, que ça ne reprenne aussi du côté des Saoudiens et avec les Israéliens. Il n'y a pas eu de position ferme, par exemple, de refus catégorique, de reprendre tout contact, vu ce qui se passe. Non. Il n'y a pas cet échange. Je n'ai pas l'impression que ce genre de levier existe. Donc, à partir de ce que je vois, je ne dirais pas que cette évolution dont vous parlez existe. D'autant plus que là, dans l'état actuel des choses, c'est l'Égypte et c'est le Qatar qui sont sur qui prennent vraiment toute la place. L'élément intergénérationnel. Oui, je dirais que cette question, comme je l'ai dit, pour la jeunesse égyptienne, quand on lit par exemple sur les mouvements contestataires en Égypte, quand on dit sur comment la jeunesse se politise en Égypte, cette question palestinienne a toujours été présente. C'est comme si c'était une grille de lecture en fait, par rapport à ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, par rapport à comment on lit le monde de politique. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ça change de ce qu'on voit par rapport à ce qui se passe à Gaza?
je ne pense pas que ce soit le cas. C'est parce qu'il y a aussi dans la question palestinienne une charge symbolique très forte qui traverse les générations. C'est aussi la question qui n'est pas uniquement une question palestino-palestinienne, c'est une question aussi qui rappelle les répressions dans les régimes autoritaires. C'est quelque chose qui résonne avec chaque citoyen dans son monde, malgré toutes les différences. Donc, moi, je dirais que c'est quelque chose qui traverse les générations. Il y a des modes d'expression qui ne sont pas les mêmes, absolument pas. Mais l'engagement pour la Palestine, je pense que ça a toujours été. Mais si vous parlez des générations, là, je pense plutôt à la question par exemple, de la deuxième intifada, qui n'est pas du tout la même génération qu'aujourd'hui. Mais si vous voulez parler de la génération qui était, par exemple, je sais pas, sous Nasser ou Sadat ou Moubarak, je pense que là, c'est une autre histoire. Ça, ce sont des questions qui ont évolué par rapport à l'arabité, comment on voyait l'arabité et comment la question a été aussi transformée d'une question israélo-arabe à une question israélo-palestinienne. Mais ça, je pense que c'est une autre histoire. Merci beaucoup.